parti. On va, si ça clique, ouais. On va d'abord commencer par remercier l'ensemble des sponsors qui nous permettent d'avoir ce genre d'événement. En tant qu'ancien organisateur d'événements agiles, je vous cache pas, si on les a pas, bah le prix de votre billet 1 serait beaucoup plus élevé, et puis ça empêcherait un certain nombre d'initiatives de se faire. Donc je vous propose qu'on les applaudisse pour se donner un peu d'énergie. Voilà. Je me présente, Simon Jaillet, je suis partenaire dans une petite société, Cocan. Ceux qui n'ont pas eu encore leur nounours, passez nous voir au stand en bas. On est une petite équipe entre Rennes et Paris. On travaille à différents niveaux, au niveau des équipes, au niveau du management, au niveau des produits, un certain nombre d'acteurs de l'agilité ici, pas de surprise. Mais on essaye de le faire de manière un peu artisanale, c'est-à-dire qu'on est assez agnostique sur l'ensemble des choses qu'il peut y avoir sur le marché. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui un petit retour d'expérience. Alors, hier, j'ai eu des retours sur une conférence sur le Scrum Master qui avait pas assez de choses pratico-pratiques. Donc, là, vous risquez d'en avoir peut-être trop. On va voir. On va essayer de tenir le temps. Et on va parler manager. Et pas forcément manager agile, mais en tout cas, ô combien le manager est important dans tous les cheminements agiles qu'on essaie de porter dans les organisations. Pour commencer, ce qu'il y a d'important pour moi, c'est de revenir bon, je maîtrise très mal l'italien, pourtant c'est une langue que j'adore écouter, entendre, mais j'aime vraiment réinvoquer. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de ressources assez poussées sur le management, mais il y a un rapport très fort entre la notion de management et de main. Main au sens de maîtriser et faire, main au sens de mettre la main dans le dos, accompagner les gens vers l'excellence. En son sens, le manager, et donc il y a un rapport entre le management, la dextérité, le savoir-faire. Aujourd'hui, le manager est aussi vu depuis le 19e siècle, l'ère industrielle, comme un contrôleur. C'est pas pour vous, mais c'est des choses qui ressortent dans certains traits du management, et c'est quelque chose sur lequel je voulais clarifier mon intention aujourd'hui. Moi, la vision que j'ai du manager, c'est plus la vision de aider quelqu'un à devenir une meilleure version de lui-même, de trouver l'environnement qui va lui permettre d'être et de grandir. Avant de commencer, je le fais à chaque fois, je l'ai fait hier, je le refais aujourd'hui, je voulais savoir dans cette salle qui manageait au sens RH du terme, c'est-à-dire avec des gens en dessous qu'on aide à faire grandir. Dans cette salle, est-ce qu'il y a des managers? Ok, ça va, je ne me suis pas trop trompé de cible. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas managés? C'est important aussi de le mettre en avant. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise, des gens qui gèrent au-delà de l'équipe la survie de leur organisation? Très bien. Très bien. Donc pour moi, il y a ah oui, dernière question. Est-ce qu'il y a des managers de managers? Ouais, voilà. C'est encore une autre typologie et c'est quelque chose qu'on essaiera d'aborder aussi. Pourquoi je vous parle de ça? En 2017, je suis coach agile, je suis dans les communautés, je suis mentoré par le clown qui n'est plus là. Il est parti. Je grandis, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'agilité, je suis passé par le rôle de Scrum Master, Product Owner, coach agile. Et on me propose de rejoindre Singapour, où je suis parti de 2017 à 2021. Projet de famille, projet avec ma conjointe, mes 2 enfants. On a même eu le droit à un petit cadeau supplémentaire sur place là-bas. Mais c'est pas, je vous en parlerai une autre fois. Mais en tout cas, je suis arrivé à un environnement extrêmement multiculturel. J'arrive, alors, ce n'est pas sur les API. Je préfère vérifier. On parlera d'interfaçage. Très bien, bonne continuation. J'ai bien fait de poser le cadre. Donc, je rejoins une équipe internationale de coachs, de Scrum Master. Il y avait des Canadiens, des Américains, des Australiens, des Français, des Singapouriens, bien entendu, des Malais. Et cette équipe était complètement auto-organisée. Et au-dessus, j'ai un manager directeur qui dirige 175 personnes et qui très rapidement me demande de prendre ce rôle de manager d'équipe. Est-ce que dans cette salle, il y a eu des gens qui ont émergé de leur équipe pour passer manager? Voilà, on pourra en parler. C'est quelque chose pas toujours très simple. Moi, ça n'a pas été très simple. Il y a eu des enjeux
un peu de jalousie, de positionnement. Mais en tout cas, je prends cette casquette-là très à cœur et j'accompagne cette équipe pendant 3 ans. On est passé, j'avais 18 coachs en reporting direct, très très rapidement. C'était très très dur de faire ce job de manager et en même temps rester dans l'opérationnel. Je m'équipe d'un bras droit, d'un bras gauche, des gens inspirants autour de moi qui m'aident à structurer l'équipe un peu différemment. Il faut expliquer les choses, couper ce lien hiérarchique direct, cette relation un peu spécifique pour évoluer et faire grandir l'équipe. En 2021, enfin c'est plutôt fin 2020, j'ai mon acolyte Aurélien qui était là tout à l'heure et qui parlera, et si vous voulez aller le voir, franchement, il y a des belles histoires à raconter, me propose de rejoindre Cocan, cette petite structure qui à l'époque, c'était 2 personnes. Donc j'arrive 3e personne et je viens vraiment avec ce bagage de j'aime le management, j'ai envie d'amener du management. Donc très rapidement, on embauche, on valide notre modèle d'avoir quelqu'un en reporting que je prends en management. Et puis on a commencé à continuer à grossir. Et puis on a eu du vivre des phases où on était beaucoup et puis des phases où on est un peu moins nombreux. Donc le manager doit savoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours évidentes. C'est important pour moi parce qu'aujourd'hui, Cocan, c'est aussi une culture, c'est une manière de travailler ensemble. Et c'est quelque chose qu'on construit avec des doutes. Et c'est super important, en tout cas pour moi, cette transversalité, c'est-à-dire la relation entre managers. Aurélien, aujourd'hui, n'a pas de management en direct. C'est moi qui gère le management de nos 5 collaborateurs. Lui a un rôle de mentor, et pour moi, il est manager tout autant que moi. C'est-à-dire qu'il apporte une valeur à ses collaborateurs qui est extrêmement importante, mais on a clarifié ce rapport-là entre nous de telle manière à ce qu'ils puissent avancer et savoir à qui parler, pourquoi, comment, et avec une certaine liberté. Voilà un peu pour vous poser moi mon cadre et vous expliquer pourquoi j'ai créé cette conférence, pour vous partager aussi un petit peu quelques éléments qui, je l'espère, vous donneront envie d'expérimenter un certain nombre de choses. Pour moi, le rôle du manager rentre, et particulièrement, on a vu, j'imagine, un certain nombre de vous ont dû aller voir quelques confs sur l'IA, les problématiques, la complexité, la vitesse, tous ces sujets. Aujourd'hui, les managers prennent ça en pleine figure. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez, mais on a une accélération des cycles d'innovation, les choses vont. C'est pas la PI, hein. Je vais vérifier quand même. Ça me donne une petite respiration. Donc, on a une accélération des cycles d'innovation. Tout va beaucoup plus vite. On parle de productivité, on veut des gains de productivité, on veut que tout aille beaucoup plus vite. Je sais pas à vous, mais c'est pas que dans nos environnements professionnels, j'ai l'impression que tout va beaucoup, beaucoup trop vite. On va avoir ce qu'on va dire la fin de la planification linéaire. Avant, on arrivait à planifier, on organisait plus ou moins bien. Les modèles étaient quand même assez verticaux. On voit que ces modèles-là, maintenant, sont très challengés. L'agilité a beaucoup questionné cette gouvernance. Voilà. Et puis, les écosystèmes vivent, évoluent très très vite. Les nouvelles tendances, les nouveaux styles, tout ça évolue très très vite. Et pour moi, il y a 2 défis majeurs que le manager doit absolument embrasser. C'est passer de la stratégie avec de l'autonomie et de la capacité d'adaptation, et puis évoluer vers plus une notion d'orchestration que de chef en tant que tel. D'accord. Donc ces 2 défis-là, ils sont pas très très simples à régler, et je vais essayer de vous emmener autour d'un certain nombre de choses. Cette conférence, c'est en fait une invitation à vous questionner, à questionner votre organisation, à questionner vos postures en tant que manager. Et pour ça, j'ai décidé de prendre 4 axes. Un axe humain, un axe lié à la stratégie, un axe lié au flux, et un axe que je vais appeler le futur, parce que tout le monde parle d'AI, mais finalement pas grand monde est capable de vous montrer grand chose. Et au final, on a tous envie d'y être, mais il faut déjà commencer par un premier pas. Le manager relais de la stratégie, pour moi, c'est quelque chose. Alors, je sais pas, est-ce que tout le monde ici a été voir, par exemple, OKR Mentor ou les gens autour des OKR? Est-ce que ça vous parle? Bon, il n'y a pas de surprise, je vais pas dire des gros mots. S'il y a des gros mots, vous venez me voir après. Mais je voulais vous rappeler un petit peu, si vous connaissez pas le rapport Gallup, je vous invite à aller le voir. Aujourd'hui, on a quand même quelque chose d'assez important qui s'appelle le désengagement. Alors là, on parle de l'Europe, il y a le chiffre. Et quand j'en parlais à ma conjointe qui est RH,
elle m'a dit, finalement, je pensais que ça allait baisser plus. Et puis après, on a regardé les chiffres de la France. Ah, c'est moi qui... Ok, je vais me mettre là. Donc en France, on a quand même un pourcentage d'employés engagés qui est relativement bas. Ça ne veut pas dire que les 92% sont foncièrement des engagés, voire des tracteurs. Hein. Mais la posture d'engagement, c'est quand même, dans une mécanique d'initiative, de proactivité, c'est quand même quelque chose de très très important. Ce qu'on constate, pour revenir sur la stratégie, c'est que les équipes de haute performance, d'accord, ça vient de Harvard Business Review, c'est que 20%, enfin, des équipes de meilleure performance, pardon, passent 20% de temps en plus à travailler sur leur stratégie. Okay, et 12% plus de temps à aligner l'organisation autour de cette stratégie. Aujourd'hui, je suis obligé de regarder en arrière. Start with Why, si vous connaissez pas, moi je pense que la majorité d'entre vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, j'invite à aller voir ce TED Talk. Ça date de 2009, tout récent. Mais on sait quand même depuis très longtemps que la connexion au pourquoi, en un mot en français et en deux mots, crée du sens, crée de l'engagement. Ma réponse aujourd'hui quand j'accompagne des managers, c'est de questionner, parce qu'on parle tout le temps des OKR, stratégie de l'organisation. Mais quid de l'OKR d'équipe qui va permettre de créer ce focus, cet engagement commun, cet alignement, c'est tous les bénéfices des OKR, au lieu de les positionner au niveau de l'organisation ou du produit, positionnez-les au niveau de l'équipe. Alors c'est petit, je m'excuse, mais je voulais donner selon les typologies d'équipe, ça peut donner des OKR vraiment différents. Et des OKR qui parlent. Je rappelle, les OKR, l'objectif, c'est l'impact. Et l'impact, c'est des choses qui parlent, qui sont concrètement visibles. Si vous aimez l'IA, hein, l'IA génère très très bien des idées d'OKR. Là, encore une fois, vous pourrez tester par vous-même. Mais c'est hyper important de se poser en équipe, et de poser l'OKR d'équipe. Moi là, j'accompagne, on va dire, un acteur télécom avec une couleur entre le rouge et le jaune. Et on a créé un mode startup. Et finalement, c'était difficile d'avoir des OKR. Pourtant, les OKR sont clés parce qu'ils sont liés à des enjeux financiers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux décideurs qui viennent de BU différents de s'aligner autour au moins d'objectifs. Et on a laissé l'équipe faire une somme de propositions de KR. On a remonté aux décideurs pour valider des KR communs, ce qui crée un axe de communication super intéressant entre les équipes qui font et les gens qui projettent la stratégie. Peu de surprise, hein, les mêmes bénéfices qu'on retrouve au niveau d'une organisation ou d'un produit, des bénéfices autour. Alors je suis désolé, d'un coup je me dis que c'est un peu petit pour le fond, mais on va retrouver de l'adaptabilité, de la souplesse. Ouais, bon, j'aime pas le mot, c'est traduction de l'anglais, mais du focus et de l'alignement. Je vais rester comme ça. Et puis, ça va aider à l'engagement et à la motivation des employés. Le manager est donc garant du cap collectif via les OKR, par exemple, plus que d'un contrôle individuel. J'en parlerai un petit peu après, mais créer un cadre clair permet aux gens d'avoir de l'autonomie dedans. Si vous les faites participer à ce cadre-là, alors vous avez gagné. Qui aujourd'hui, dans vos pratiques de management, avait mis, qui d'entre vous avait mis en place des OKR d'équipe? Il y en a qui ont fait ça. Est-ce que je te prends un hasard, je connais aussi l'animal. Quels ont été les bénéfices? Exact. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui va émerger. C'est quelque chose que Aurélien dit beaucoup et que j'aime. If you pay peanuts, you get monkeys. Si vous n'investissez pas ce temps, et vous allez voir, je vais vous donner d'autres pratiques, si vous ne prenez pas le temps avec vos équipes, ça va pas émerger tout seul. Même si on parle de stratégie, et encore plus quand on parle de stratégie, il va falloir prendre le temps. Et ça, ce qu'il y a de bien, c'est que normalement,
En tant que manager, ça fait partie aussi de votre rôle de savoir prendre le temps pour créer l'alignement. Les OKR j'imagine, ne sont pas sortis d'un coup tout seul du chapeau. Il y a eu des conversations, on s'est mis d'accord. Voilà. Okay. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui est une partie moi que j'adore depuis des années, le Kanban était très précieux pour moi. Elle m'a aidé. Et je l'ai pas dit, mais j'ai un profil industriel à la base. J'étais ingénieur en production, j'ai optimisé des lignes de prod, donc j'étais vraiment dans le lean tout un temps. Et la notion de flux est extrêmement importante pour moi. Et donc j'ai mis un certain nombre de choses dedans, et notamment en commençant par l'écosystème et la gestion des parties prenantes. Alors s'il y a des gens qui se rappellent une petite BD sur l'agilité, sur les poulets, les cochons et le restaurant d'Eggs and Bacon. Je ne sais pas si tout le monde a cette histoire, cette référence, mais je vois pas mal de gens faire ça. Mais très très succinctement, on est au tout début, on est en 2012 je crois, quand ça a été sorti pour la première fois cette BD. C'est l'histoire d'un poulet et d'un cochon qui veulent ouvrir un restaurant, je crois que c'est Eggs and Bacon, si je ne me trompe pas. Et puis au bout d'un moment, le cochon dit en fait ça va pas le faire notre restaurant. Et le poulet il dit mais pourquoi? Bah moi en fait je dois me tuer en fait pour ce restaurant alors que toi tu dois juste donner un œuf. Donc c'est vraiment toute la métaphore autour des gens qui sont comités. Si le projet ou l'équipe se plante, bah, ils vont se planter avec. Et ceux qui ont un intérêt, ça va être plutôt les poulets qui eux donnent un œuf, ils vont suivre. Et donc c'est extrêmement important pour une équipe et pour un manager de faire cette cartographie des parties prenantes. J'ai fait toute une conf là-dessus, je pourrais pas la résumer en 2 minutes, mais cartographier votre écosystème, cartographier qui sont les parties prenantes importantes autour de votre équipe sont clés. Donc ça va passer par une notion d'identification, de catégorisation. Typiquement des équipes qui sont sursollicitées par des poulets. Vous voyez bien qu'il va falloir créer un petit peu d'ordre et de rappeler et repositionner. Attention aux poulets déguisés en cochon aussi. Un autre type de projection. Et puis, à un moment donné, très important dans la gestion des parties prenantes, les engager et puis les manager. Et ça, en tant que manager, vous devez absolument créer cette ownership au niveau des gens de votre écosystème. C'est pas à vous de tout faire, ça aussi, le syndrome des managers. Donc, une fois que vous avez ces parties prenantes, on va parler d'un autre sujet qui est hyper important dans la notion de flux. Alors, je suis désolé, l'image est pas top, mais ça s'appelle la valeur. Tout le monde parle de valeur dans les équipes agiles notamment. Personne n'est tout à fait d'accord. Si vous cherchez sur Google, c'est très très simple, ça s'appelle la pyramide of value B2B. C'est hyper bien fait. Je suis tombé sur celle-là avant. Il y avait la pyramide of value sur Harvard Business Review, qui était très très bien. Et là, celle-là, je la trouve assez complète parce que elle permet vraiment de se poser la question en tant qu'équipe, c'est quoi la valeur qu'on livre? Alors que ce soit du service, du produit, transverse, vertical, enfin, qu'est-ce qu'on cherche à livrer? Encore une fois, la cartographier sans parler, s'aligner, mesurer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu, je suis désolé, là je mets beaucoup de ressources, mais ça me semble important. Il y a une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Jeff Patton, qui parle de Output, Outcome et Impact, qui est une vidéo qui est passée à la ProduConf à Paris, qui est génialissime, et qui met vraiment en avant l'importance de clarifier ce qui est valeur pour vous. Quelle est la valeur que notre équipe livre? Qu'elle soit interne, externe, enfin voilà. Donc je vous invite vraiment à faire cette démarche-là et de creuser. Après, si cette pyramide peut vous aider, c'est cool. J'ai fait une formation il y a 2-3 semaines chez des product owners. Je leur ai demandé dans leurs produits de me clarifier c'est quoi la valeur pour vous. Ben, je vous assure que c'est pas simple. Parce que si on n'est pas clair là-dessus, on va réellement impacter la relation qu'il y a entre les gens, et ça m'amène au point suivant lié au flux. C'est quels sont, et là je dis bien goulets, je vais vous faire rire, mais il y a des boulets aussi, les goulets d'étranglement. Théorie des contraintes, Goldratt, si vous connaissez pas, il faut vraiment creuser, c'est pas si jeune et c'est extrêmement puissant. Et donc là, je vous laisse vraiment prendre en compte qu'il y a des goulets d'étranglement opérationnels, il va y avoir des goulets d'étranglement techniques, des goulets d'étranglement décisionnaires. Il y a énormément de goulets d'étranglement. Ça va être hyper important de les identifier encore une fois, de se rendre compte que votre équipe, comme tout système,
fonctionne au rythme de votre goulet d'étranglement. La théorie des contraintes. J'ai rien inventé. Mais la réalité, c'est que si vous n'avez pas conscience de vos goulets d'étranglement, c'est vos goulets d'étranglement qui vous manageront. Prendre encore le temps de les creuser me semble essentiel. Je viens sur un sujet qui, moi, je pense est très très important pour un manager, c'est clarifier la fameuse gouvernance. Qui décide pourquoi, comment. Il y a quelques années, j'avais vu une conf super intéressante sur qu'est-ce qui caractérise une organisation apprenante, agile, performante. Et les résultats de la conférence étaient assez chouettes parce qu'ils disaient une structure claire et compréhensible, une gouvernance claire et comprise, et des métriques et des outils clairs et utiles pour tout le monde. Si vous avez ça, en fait, la fin de la conf est assez géniale. Il disait, si vous avez ça de base, que vous soyez en agile ou en waterfall, vous serez bon. Et je trouve ça super génial, c'est-à-dire posez-vous la question en termes de gouvernance, qui décide? Je ne citerai pas le client, mais j'ai vu des équipes dire, nous pouvons prendre des décisions là-dessus, mais pour prendre ces décisions-là, nous devons aller voir cette ligne de reporting qui va demander à cette ligne-là, qui ira demander, et 6 mois plus tard, on pourra peut-être décider. L'impact de la qualité de votre gouvernance sur la vie de votre équipe est extrêmement clé. Donc, en tant que manager, travaillez sur la clarification de cette gouvernance. J'ouvre pas la boîte parce qu'elle est énorme, mais quid de la délégation? Absolument pas un concept binaire. On peut déléguer, consulter. Enfin, vous voyez les niveaux de délégation, notamment, on a eu Jürgen hier, il a documenté dans sa première vie Management 3.0. Pour info, il ne fait plus partie du Management 3.0. Et donc, il y a beaucoup de choses autour de la délégation. Les règles d'équipe, on en reparlera parce qu'au niveau de l'IA, par exemple, avoir des règles communes me semble extrêmement structurant pour une équipe. Sinon, c'est chacun fait comme il le ressent, comme il le perçoit. Je vous ai rajouté un petit racif. La plupart d'entre vous devez connaître le RACI. Je rajoute le F pour facilitation. C'est quelque chose qui me plaît bien. Mais aujourd'hui, le RACI, malgré tout, est une aide quand même pour comprendre un peu comment le système évolue. Là, j'ai accompagné une organisation qui est dans son cheminement agile. On a travaillé avec le comité de transformation à clarifier l'ensemble de ces choses-là pour créer un vocabulaire commun, pour avoir un repère qui permet à tout le monde d'avancer. Et ça m'amène à une phrase d'une coach que j'aime beaucoup, Isabelle Monville, si certains connaissent, qui dit souvent que l'empowerment, alors je vous laisse traduire en français, c'est l'autonomie plus la accountability. Créer un cadre qui est compris par tout le monde, permettra à tout le monde d'être autonome dans ce cadre, et permettra des gains de collaboration, de productivité, etc. Pourquoi je vous ai mis une photo d'école? Je suis entouré d'instituteurs autour de moi. J'ai 2 sœurs institutrices qui me racontent souvent que pour elles, les mois de septembre et octobre, c'est les mois les plus importants parce qu'ils vont créer auprès des enfants des règles communes. Une fois que ces règles intégrées, les enfants évoluent de manière autonome dans l'espace classe, qui est l'espace commun. Malheureusement, beaucoup trop d'équipes n'ont pas de règles communes et ça impacte clairement leur proactivité, leur qualité de travail. Donc j'invite vraiment le manager à être un architecte des flux, plus qu'un contrôleur de tâches. Travailler sur les limites de votre système, plus que comment ça se passe à l'intérieur. Comme on dit, faites confiance à l'être humain pour être leur meilleure version, plutôt que d'essayer de leur imposer une manière de faire. Et c'est la part belle à la créativité. Le développement humain, j'en ai parlé un peu hier, mais à votre avis, pourquoi j'ai mis cette tomate? Ça me permet de respirer. Pour les tuteurs. Alors non. Non, c'est juste que depuis quelques années, notamment avec Aurélien, on parle d'un sujet qui me fascine, c'est la métaphore du paysan. On n'a jamais vu un paysan crier sur un plant de tomates pour permettre aux tomates de pousser plus vite. Par contre, le paysan va travailler sur la qualité du sol, l'exposition au soleil, un certain nombre de paramètres qui vont permettre aux belles tomates d'évoluer, en conscience que dans la vie,
des fois, on a beau avoir fait le max, il y a aussi des petites choses qui peuvent arriver. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour moi, une métaphore qui me plaît beaucoup et que je vous invite à réfléchir. Votre rôle en tant que manager, c'est d'être garant de l'écosystème. Petite phrase qui m'habite tous les jours, mais la culture de n'importe quelle organisation se base sur le pire comportement que le leader est prêt à accepter. C'est une phrase de Todd Whitaker, elle est encore meilleure en anglais, je vous l'assure. Mais la réalité, c'est que je vais prendre des comportements misogynes ou des comportements aux limites dans une organisation. Si vous, en tant que manager, que homme-femme, vous laissez ce comportement s'établir, alors ça va devenir une norme. Et on le voit bien dans la société de nos jours, et je rentrerai pas dans la politique, tous les choses qui sont acceptées et non recadrées vont faire partie du comportement accepté par la société et malheureusement vont devenir normes. Les comportements, c'est ce qui fait la culture. La question à vous poser, c'est quelle culture souhaitez-vous pour votre équipe? Quel comportement? Et pour cela, il va falloir respecter la diversité de ce groupe. Pas des fiches de poste, c'est des êtres vivants. Alors je taquine pas mal ma conjointe qui est RH, parce que RH c'est quand même ressources humaines, et que une fois je suis rentré à la maison avec un t-shirt I'm not a chair, et je pense qu'il faut vraiment sortir de l'homme comme un pion qu'on peut manipuler, échanger. Je sais pas si vous avez déjà fait partie d'équipes, moi étant dans le conseil ça arrive quand même pas mal. On sort les gens des équipes en se disant voilà, et ça impacte durablement ce qu'on appelle le groupe équipe. On dit souvent si vous ajoutez ou vous retirez une personne d'une équipe, c'est plus la même équipe. Je vais pas refaire tout ce qui est Tuckman, mais forming, norming, performing, adjourning, on oublie celui-là. Mais dans l'esprit, on reprend dès le début, il va falloir réinvestir pour créer ce collectif. Un autre sujet qui est hyper important pour moi, c'est Emily Edmondson. Je sais pas si vous avez lu, suite aux travaux Google et projet Aristote, on a parlé de sécurité psychologique. Mais c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Et puis, si vous n'avez pas lu le livre, il y a un livre qui s'appelle Fearless Journey, qui est génialissime, qui raconte l'histoire d'une société où elle a investi sur la sécurité psychologique. Et ben, ça, c'est quelque chose, une équipe qui a atteint un niveau de sécurité psychologique, c'est une équipe qui tend vers la performance. Je suis capable de dire ce que je pense sans être jugé. Je vais dire, on va pas avoir de choses sous le tapis. Les choses vont être très vite explicitées. Ça change complètement. Alors, j'imagine vous l'avez déjà vécu et souvent dans les environnements perso, ça arrive quand même. Aller avec les meilleurs amis, etc. On se dit les choses. Des fois, ça frotte. C'est pas tout le temps monde des bisounours, tout va bien, mais on se dit les choses et on avance. Je dis pas qu'on doit venir au travail pour chercher ses meilleurs amis. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais arriver à se respecter et se dire ouais, moi je suis pas content, je vais pouvoir le dire en respectant l'autre, ça me semble essentiel. Et pour ça, il faut un cadre commun. Et moi, je vous invite à travailler dans un premier temps sur le développement du collectif. C'est un petit canevas que j'aime beaucoup, je le mets en place. On a fait un kick-off il y a pas longtemps avec plein d'équipes. On a demandé à chacune des équipes. J'ai pris une partie de ça, j'ai pas tout pris, mais pour se présenter aux autres équipes, de un peu pitcher qui on est, quelles sont nos règles, tout ce qui nous habite pour se présenter entre les différentes équipes. Ce canevas, il est hyper simple. Encore une fois, un canevas a pour objectif de créer de la conversation. On peut ne pas être d'accord, mais il faut le construire collectivement. Ça s'appelle le Team Canvas. Il y a Jean-Christophe, je sais pas si vous l'avez vu. Je crois pas qu'il est là, mais Jean-Christophe à Pages, il a sorti un jeu là, il me l'a partagé il y a une semaine ou deux. Je vais vous le partager. Demandez-lui directement. Il a créé ce jeu Manager's Fears qui a pour objectif de questionner le manager sur ses propres peurs. Très inspiré pour moi dans le design de tout ce qui est Moving Motivators ou les jeux un peu Management 3.0 et qui est assez intéressant. Donc c'est pareil, encore une fois, pour devenir un grand fermier, il faut investir sur vos techniques. Et je pense que le manager investit malheureusement trop peu sur lui-même. Et il me vient immédiatement l'image, la métaphore de l'avion.
dans l'avion, je sais pas, vous avez déjà vu le masque, on commence à se le mettre sur soi-même avant de le mettre aux autres. Et donc ça, c'est hyper important quand on parle de développement humain. Ça passe par le développement de votre assertivité. Moi, je suis très NVC à l'assertivité. Alors, je vais mettre les passifs agressifs de côté, si vous voulez bien, puisque un peu de manipulation, je ne le nommais pas, mais et pardonnez les experts dans la salle, je sais qu'il y en a. Mais on va parler le passif, je suis passif, c'est l'autre qui gagne, c'est moi qui perds. L'agressif, c'est moi qui gagne, c'est toi qui perds. On va dire l'assertivité, c'est il n'y a pas de perdant dans l'histoire, on se respecte. Les conversations assertives ne sont pas toujours des conversations où on est dans le positif. Non, on va aller chercher les choses, et la communication non violente vient vraiment questionner le ressenti et les besoins. Et ça, pour moi, c'est souvent peu exposé. La vraie différence que j'ai vue entre l'Asie et l'Europe, titre personnel, c'est qu'en Europe, on mélange souvent émotion et analyse. C'est pas des bons copains. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'émotion dans vos analyses, malheureusement, vous êtes biaisé dans votre capacité à interagir. De fait, partager votre état d'esprit et ensuite votre analyse me semble assez constructive pour avancer. Donc si vous n'avez pas encore travaillé la NVC, n'hésitez pas à aller creuser la communication non violente, pardon. N'hésitez pas. Malheureusement, celui qui l'a créé est parti il y a quelques années maintenant, mais il y a une communauté incroyable sur la communication non violente. Encore une fois, là on parle de girafes et de chacals. On est tous des girafes et je vais dire des chacos, mais je vous laisse faire la bonne traduction. On a tous une part de nous où on arrive à avoir de la prise de hauteur, et puis il y a des fois on doit s'accepter, on est juste pas parfait. Ça m'amène je sais pas si vous connaissez ce monsieur, Stéphane Morio. Si vous n'avez pas vu sa conf, elle est extraordinaire sur l'art du feedback. Ça tombe bien, hier j'ai reçu quelques feedbacks qui m'ont un peu gratté. Et c'est bien, c'est comme ça qu'on grandit, mais il utilise une métaphore, il dit que le feedback, c'est pour ceux qui ont eu une grand-mère qui tricotait, c'est comme le pull que votre grand-mère vous offrait autour de Noël. Il est jamais très beau, il est rarement à la bonne taille, il gratte, mais quand votre grand-mère vous l'a offert, vous avez toujours dit merci. Donc c'est vraiment quelque chose, la vidéo est géniale. Je vous assure qu'il grattait bien quelques feedbacks d'hier, que je reprenne la bonne distance et que j'avance. Mais en même temps, si on ne maîtrise pas l'art du feedback, qui est très important, il y a au moins 3 étapes. Première étape, c'est demander du feedback. Beaucoup de gens donnent du feedback sans qu'on vous en ait demandé. Donc, demander du feedback. Ensuite, savoir le donner. Et enfin, savoir le recevoir. Moi, j'ai vu beaucoup d'organisations formées sur comment donner du feedback. Savoir le recevoir, pour moi, c'est comme les plateformes le lendemain de Noël. C'est une vue du monde. Il y a des cadeaux de Noël que vous allez accepter, d'autres que vous allez remettre sur la plateforme. Il y a des feedbacks que vous allez prendre et d'autres que vous allez laisser filer. C'est juste une autre perspective du monde. Vous n'êtes pas obligé de changer. Le manager fait grandir plus que faire. Votre rôle en tant que manager est d'aider les gens dans leur posture. On y vient, un sujet qui a été pas mal vu pendant les 2 jours. Le manager et le futur. Moi, j'ai envie de commencer, avant de parler de N8N ou tous les outils. Je vais me décaler parce qu'il va y avoir plein de QR codes après pour vous. C'est quoi la stratégie IA de votre organisation? Tout le monde parle de l'IA, mais qu'est-ce que votre organisation a décidé d'organiser? N'hésitez pas à aller voir guide du déploiement de l'IA au travail, le Labor IA. C'est extraordinaire le boulot qu'ils font pour aider les organisations. C'est public, hein, c'est pas privé. C'est porté par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Et est-ce qu'elle existe, cette stratégie IA? Est-ce qu'il y a des points de relais, des gens identifiés? Il y a certaines organisations, je parlais avec des gens ce midi,
qui ont identifié des gens qui vont porter l'IA au sein de l'organisation? Est-ce qu'il y a des use cases pilotes? Parce que des use cases, on en a tous maintenant. Est-ce qu'il y a des règles documentées? Parce que ça, je peux vous assurer qu'il y a tout le monde qui ramène sa propre IA et qui, bon, se dit, on va expérimenter, mais au final, est-ce qu'on n'est pas en train de donner tout notre savoir-faire à l'extérieur de l'organisation? Je dis ça, je vous laisse faire votre propre analyse. Est-ce qu'il y a une roadmap de déploiement, des choses mises en place? Il faut inspirer l'équipe. Et moi, pour moi, il y a 2 axes que je vais vous proposer. Hier, on me demandait plein de ressources, j'en ai mis plein. J'en aurais peut-être trop, je partagerai les slides. Mais en tout cas, moi, j'adore ce que fait l'équipe French Tech avec Cyril Chaudois et Mick Lévy, qui sont l'un et l'autre de très très grands consultants ou directeurs, Mick Lévy chez Orange Business, il me semble. Et ils ont fait il y a pas longtemps un podcast avec Ian Ferguson, qui est très en lien avec le Laboria, qui travaille à l'INRIA et qui a fait tout un travail et une énorme recherche au sens design du terme sur l'impact de l'IA sur nos manières de travailler. Ça dure une petite heure, ça s'écoute très bien, il y a des petits passages pas toujours complètement drôles, mais moi j'aime beaucoup en tout cas le travail de French Tech. Et puis il y a Thomas, que j'ai vu passer vite fait, mais il a préféré aller s'amuser avec les gens qui veulent reconnecter avec leur âme de codeur à côté, qui a fait toute une thèse pour son MBA sur l'agilité et l'IA. Pareil, c'est une petite vidéo. N'hésitez pas à scanner les QR codes, vous devriez aller rejoindre ces 2 ressources-là. Moi, j'aime beaucoup, si vous n'avez pas de stratégie IA, d'avoir une stratégie d'équipe liée à l'IA. C'est assez intéressant et là, typiquement, vous avez une démarche avec des canevas de discussion autour de l'IA. Voltage Control propose vraiment de vous poser plein de questions avant de vous lancer dans l'IA. Bah, pourquoi vous le faites en fait? Et qu'est-ce que vous voulez en tirer? Et ça, c'est assez structurant pour créer un alignement au niveau de l'équipe IA-l'IA. Un petit zoom là, c'est la même chose, mais vous voyez qu'on parle de gap, on parle de challenge, on parle de risque, de business. Enfin, on se lance pas histoire de se lancer, on va valider un certain nombre de choses avant. Former l'équipe, je vous ai mis 4 zones de formation si ça vous intéresse. Des formations que vous pouvez vraiment retrouver, mais aujourd'hui, c'est essentiel, il y a plein de choses. Je vais peut-être faire un petit zoom sur une communauté que j'aime beaucoup, qui s'appelle AI Discipline. Avant, il s'appelait AI PAD, ça faisait EHPAD. C'est rigolo. Mais en tout cas, c'est une communauté très active sur Slack, avec énormément de partage. Je sais pas si certains connaissent. AI Discipline, c'est vraiment, vraiment excellent. Si vous êtes product manager particulièrement, c'est des choses qu'il faut aller creuser. Pour moi, il y a un enjeu sur l'IA qu'il va falloir vous questionner, c'est les enjeux de souveraineté. J'en ai parlé avec quelques-uns dans la salle. Aujourd'hui, c'est quoi vos enjeux autour de la souveraineté? J'accélère un petit peu, histoire de vous permettre de rester lié. Mais dans l'esprit, il y a aussi un axe en termes de management autour d'optimiser vos réunions et avec des risques. Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé des note-takers en réunion à votre place. Ce post, il m'a fait beaucoup rire. C'est une personne qui s'est retrouvée seule en réunion avec les note-takers des autres personnes invitées. Donc ça a créé des choses absurdes, mais que je trouve particulièrement rigolotes. Donc attention, si vous utilisez un note-taker quel qu'il soit, essayez d'être présent de telle manière à ce que vous puissiez en tirer bénéfice. Et donc nous, côté Cocan, on utilise Gemini, Notion AI et Phasm, par exemple, si vous connaissez pas, c'est des outils assez chouettes. Attention, moi on en parlait avec la suite à la keynote de Renault, j'avais envie de questionner le coût de l'outillage. Et à l'IA, c'est aussi des choses importantes, mais ça, pour la plupart, c'est payant quand même. Les agents administratifs, les métriques, je vous en ai listé quelques-uns, je vais y passer rapidement, mais pour moi, il y a des agents qui vont pouvoir vous aider, d'assistants personnels. Moi, j'utilise beaucoup ça. Quand on est manager, on est sur plein de fronts, il y a plein de sujets, que ce soit vertical ou horizontal, des relations, plein de choses. Et moi, je me suis vraiment fait un personnel Kanban avec un assistant qui se renseigne tout seul. C'est-à-dire que je lui donne les choses de telle manière à juste pas les oublier.
Je suis même pas sur la priorisation, c'est juste, il y a tellement de choses que je m'engage à faire que je veux qu'elles soient notées à un endroit précis. Vous pouvez vraiment développer un agent IA d'assistance personnelle. La nuit dernière, je me suis amusé à tester 2-3 outils. Franchement, il y a des choses assez simples que vous pourriez faire sans aller chercher le truc qui va faire tout à votre place. Il y a vraiment des petites choses qui peuvent aider. L'IA de reporting, alors là pour le coup, c'est vraiment les choses faciles à mettre en œuvre autour de certaines datas, mais encore une fois, c'était la même chose quand on designait des dashboards dans la vie d'avant l'IA. Trop de métriques tue la métrique, hein, donc qu'est-ce que vous avez réellement besoin d'exposer à quelle fréquence pour prendre des décisions, c'est aussi important. Donc vous pouvez avoir l'IA de reporting, mais pour moi, la phase préparatoire de cet agent est extrêmement importante. Ensuite, il peut y avoir des agents d'IA de veille et d'aide à la décision. On essaie de faire un peu des benchmarks, essayer de voir un petit peu comment le marché évolue. Pour nous, c'est hyper important. Et comme vous l'avez peut-être ressenti dans cet événement, quelques petites craintes. Les choses sont pas très certaines. Donc, avoir un peu de data plutôt que de l'émotion, c'est pas mal pour prendre des décisions. Sinon, après, on s'en mord les doigts. Donc, pour faire de la veille, de l'agrégation de données, et puis dès la décision, c'est quand même pas mal. Et puis l'IARH, si vous avez envie de pousser. Alors ça, je l'ai pas présenté à ma femme, parce que je sais pas comment elle verra les choses, mais en tout cas, nous, on l'utilise des fois par rapport aux critères de gens qu'on envisage potentiellement de recruter. On reçoit beaucoup de CV. Comment on essaie de se donner un peu de l'aide là-dessus, parce que quand il y a beaucoup de choses à analyser, c'est vrai que l'IA peut beaucoup aider. Et puis, moi, quelque chose que j'utilise aussi pas mal, c'est que je pose à mes collaborateurs très régulièrement quelle est votre problématique actuelle avec vos clients, quelle est la problématique à 3 mois et quel est votre souhait de projection individuelle à 1 an. Et j'aime bien que l'IA me prépare mes questionnements et me rappelle aussi les petites choses sur lesquelles je me suis engagé à faire, par exemple en tant que manager. Typiquement, on a beaucoup de transparence sur la manière dont on rémunère nos collaborateurs. Je me suis engagé plusieurs fois à démontrer un petit peu, expliquer les choses, et ça me permet de préparer aussi mes points et arriver prêt au moment où je dois entrer dans l'interaction plutôt que de faire tout à l'arrache au dernier moment, ce qui n'est jamais arrivé, bien entendu. Et puis l'IA documentaire, on en parlait avec Ren, je ne crois pas qu'il soit là, mais il y a des gros enjeux documentaires et l'IA là-dessus peut vraiment beaucoup aider. Nous là, on va déployer un agent pour assainir tout notre drive. C'est quelque chose qu'on discutait avec l'équipe. On a accumulé des années de data sur un drive qui prend beaucoup de place, qui consomme beaucoup d'énergie, qui coûte assez cher. Et donc, on va essayer de lancer un peu des campagnes pour essayer de voir un peu les redondances, les documents qui sont plus du tout à jour, et puis essayer de trier tout ça. Encore une fois, quelque chose que je veux vraiment vous remonter, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est valoriser les expérimentations IA. C'est hyper important parce que moi je l'ai pas mis, mais j'avais fait un screenshot, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Sur l'IA, il y a encore des gens qui ont peur de montrer qu'ils ont travaillé avec l'IA. Je ne sais pas si ça arrive. En tant que manager, comment je valorise cette expérimentation sans tomber dans le syndrome de l'imposteur? Oui, donc c'est un sujet RH un peu compliqué, mais c'est hyper important pour moi d'encourager mes collaborateurs à l'usage de l'IA, mais plus au sens curiosité, plus que de dire que ça va les remplacer ou que ça va tout faire à leur place. Qu'est-ce que, dans un sens, vous faites pour avancer? Vous ajoutez l'IA dans vos règles d'équipe. Je vous ai listé un certain nombre de choses, moi, que je rajoute, et ça me semble important. Seuls les outils d'IA approuvés peuvent être utilisés. L'utilisation de tout nouvel outil d'IA nécessite une discussion et une approbation préalable. De la même manière qu'on commence à l'heure, on finit à l'heure, on a du respect dans nos interactions, et ça me semble extrêmement structurant que vous alliez là-dessus. Nous traitons l'IA comme un agent de soutien et non comme un décideur. Le jugement humain l'emporte toujours. C'est bête, mais c'est des choses que vous pouvez ajouter dans vos règles d'équipe. Et donc je finis là-dessus, le manager accompagne la cohérence et l'apprentissage, plus que de laisser faire le bring your own AI. Faire manager le fait que l'AI intervienne dans vos équipes, plus que de le subir. Conclusion, parce qu'on m'a demandé de finir.
Le ou la manager se doit de regarder sur ces 4 axes-là. Je vais donner beaucoup de choses à expérimenter. Mais gardez en tête une seule et unique chose, c'est que à la fin, vous devez orchestrer cette valeur. Faut que je revienne en arrière, il y avait une photo. Je le partagerai, c'est grave. Mais orchestrer cette valeur. En termes d'action, ça va être assez simple. Posez-vous en sortant de cette salle, vous aurez récupéré un peu d'air frais après les 2 salles d'après. C'est quoi les 2 idées que je retiens de tout ce qui a été pu et qui a pu être partagé, et ce serait quoi les 2 expérimentations que je vais créer d'ici 2 semaines sur un des 4 axes. Pas 2 par axe, hein. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est le moment où on fait un petit peu de pub. Il y a Aurélien qui commence à 16h30 en salle 9, je crois. Quelque chose qui a rien à voir. C'est une invitation à travailler intérieur. C'est le retour de 3 mois de marche entre le Mexique et le Canada, seul, avec son sac à dos et ses ours. Voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est un moyen aussi de sortir grandi de cette conférence. Passez nous voir sur le stand Cocam. On aura quelques nounours potentiellement pour vous. De toute façon, il faut que j'en ramène moi à Rennes, hein, je vous le dis. Et puis